Le focus, c'est l'un des pays les plus riches en pétrole. Le Venezuela est aujourd'hui au bord de la faillite. Pour les habitants, le quotidien est devenu un calvaire. Les prix s'envolent, la pénurie menace, la criminalité atteint des sommets. Et vous allez le voir, ces trois facteurs sont liés. Reportage Anne-Charlotte Iné avec Nicolas Auer. Vivre à Caracas depuis 2 ans, c'est plutôt survivre. Les prix du pétrole ont chuté, l'économie s'est effondrée. Plus de sécurité pour ses habitants, qui peinent même à se nourrir normalement. Un pays exsangue, où la loi n'a plus de valeur. Exemple, ces scènes de pillage capturées par vidéosurveillance. Quotidiennes au Venezuela. De simples habitants qui deviennent des voleurs. Bien souvent, c'est qu'ils n'ont plus les moyens d'acheter. Les Vénézuéliens sont exaspérés. Pour beaucoup, l'État n'a plus d'autorité. Alors certains décident de se faire justice eux-mêmes. Encore un qu'ils ont attrapé en train de voler. Cette foule, filmée par un amateur, vient de frapper violemment un homme qu'ils accusent de vol. Le voici à terre, blessé à la tête. Autour, les passants se massent, l'observent. Personne n'intervient, la foule est bien décidée à le lyncher. La police est absente. Il sera mis à mort, brûlé vif par la rue. Cet homme, c'était Roberto Bernal, 42 ans, cuisinier. Sa tante est encore sous le choc. Pour elle, c'est une exécution et les coupables courent toujours. Ces gens sont des assassins. Vous avez vu la vidéo? Moi, je l'ai vue. Tu vas me dire qu'on ne peut pas identifier celui qui verse l'essence, celui qui met le feu? Ils sont toujours dehors, je ne comprends pas. Depuis le début de l'année, les lynchages en pleine rue se sont multipliés ici à Caracas. Déjà 37 morts, autant de blessés, 74 enquêtes ouvertes. Mais les lyncheurs, ceux qui commettent ces violences, ne sont presque jamais inquiétés. Aucun d'entre eux n'a jusqu'ici été arrêté par la police. Bien souvent, ils n'avaient même jamais commis de crime avant. Ce type de violence, les lynchages, explosent dans des quartiers jusque-là réputés tranquilles. Los Ruices, résidentiels et commerçants, classe moyenne, pas particulièrement dangereux. Mais ça, c'était avant la crise. Aujourd'hui, Madame Pienso, qui a grandi là, il y en a eu un là, près de ce poteau, ne compte plus les scènes de lynchage auxquelles elle a assisté. Cette fois-là, c'était horrible. Des voisins ont attrapé un jeune qui avait tenté de voler. Ils lui ont donné des coups de pied dans la mâchoire. Moi, je me suis interposée, pas pour le défendre, mais pour empêcher qu'il le tue. J'ai pris des coups. Et le type, là, il est mort. Je dirais qu'il y avait plus de 80 personnes. Le plus incroyable, c'est qu'il y avait même des dames âgées qui le frappaient avec des manches à balai. Officiellement dans le quartier, tout le monde condamne ces actes. Personne n'admet avoir participé à des lynchages. Pourtant, Los Ruices a désormais son comité de vigilance. Eux ne lynchent pas, assurent-ils, mais se vantent de procéder à des arrestations citoyennes, plutôt musclées. Comme sur cette vidéo tournée dans un quartier voisin. Allez, cogne-le, fais-lui mal. Des habitants tentent de protéger ces voleurs présumés de la foule jusqu'à l'arrivée de la police. On veut pas leur faire de mal, juste les immobiliser au sol. Mais parfois, on les frappe aussi un peu. Je vais te dire la vérité, moi. Si quelqu'un vole mais n'agresse pas violemment, on l'attrape, il rend le téléphone, on appelle la police et là tout va bien. Si en revanche, le vol est commis avec violence, qu'il frappe ou agresse quelqu'un, on sait ce qui va se passer. La police va l'emmener, lui faire un petit câlin, et puis comme d'habitude, elle va le relâcher au bout de quelques semaines. Alors celui-là, oui, il y a droit, on le frappe. Maria Gabriela désapprouve, mais ne dit mot. Au Venezuela, beaucoup pensent que l'impunité règne pour les voleurs comme pour les lyncheurs. Alors le commissaire de police du district qui nous reçoit paraît bien dépassé par cette violence et tente de se justifier. Je crois qu'on peut dire que le système judiciaire de notre pays est saturé. Il s'est effondré et les effectifs de police sont en diminution. En 2011, nous étions 1250 policiers pour 600 000 habitants. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 715. Des lynchages, symptômes d'une société malade. Désormais un sujet tabou au Venezuela. Depuis notre tournage, interdiction de diffuser dans le pays la moindre image de lynchage, ordre du gouvernement. Et notre invitée Natalia Brendler, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du groupe d'études politiques sur l'Amérique latine. Cette justice populaire que l'on a vue dans le reportage, est-ce que c'est courant dans ce Venezuela en crise ?
Alors, est-ce que vous m'entendez? Natalia Brendler, est-ce que vous m'entendez? Alors, visiblement, un problème de son avec l'invité sur ce focus. Est-ce que vous m'entendez, Natalia Brendler? Bon, alors, visiblement, Natalia Brendler, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, la liaison est établie. Donc, vous êtes directrice du groupe d'études politiques sur l'Amérique latine. Je vous posais la question de savoir si cette justice populaire était courante. La justice populaire, oui, malheureusement, c'est devenu un problème parce que comme il n'y a pas de justice, les personnes sentent qu'il n'y a pas vraiment de justice. Donc, ils ont commencé à prendre la justice par la main, ce qui est vraiment un signe de la décadence et des problèmes très sérieux qu'il y a dans le pays. Est-ce que vous pouvez nous décrire le quotidien, les conditions de vie des habitants de Caracas? Oui, c'est une situation très difficile. En fait, les personnes ont dû apprendre à se protéger de l'insécurité qui frappe aux habitants de tous les secteurs, mais surtout aux habitants de bidonvilles où habitent aussi les malfaiteurs. Donc, il y a beaucoup de règlements de compte, entre guillemets, entre les gangs qui se tuent entre eux et c'est très fréquent d'entendre les gens dire il y a eu la dernière nuit un mort dans la rue à côté. Et aussi les classes moyennes, elles vivent avec de peur d'être volées. Et aussi la vie est très difficile parce qu'il y a la pénurie de médicaments, d'alimentation. Donc il faut faire de longues queues pour trouver ou aller à plusieurs supermarchés pour trouver la nourriture qu'il faut pour la maison. Et ça, bien sûr, ça frappe surtout les femmes, même si ça frappe tout le monde, mais pour les femmes, c'est encore plus dur parce que ce sont elles qui sont, par la société, un peu les responsables d'emmener la nourriture à la maison. Mais c'est une situation très difficile. Les gens qui sont volés disent souvent « Dieu merci, je suis en vie, les biens on les récupère, mais la vie », parce que c'est la phrase, je pense, qu'on peut entendre le plus à Caracas, malheureusement. Comment est-ce que l'État vénézuélien peut-il être aveugle à ce point-là? Il ne veut pas reconnaître la difficulté parce que ça serait le reconnaître à niveau international et ils veulent faire semblant comme si rien ne se passait, mais déjà c'est impossible de ne pas le voir, c'est public, tout le monde le voit. La crise impacte tellement fortement tout le monde que c'est impossible de le cacher. Le gouvernement, il a échoué dans tous ces plans qu'ils avaient fait de distribution d'alimentation, de tout ce dont ils avaient parlé pendant le temps de Chavez. Ils n'ont pas réussi à contrôler la violence quotidienne, tout le contraire. Et il n'y a plus d'armes dans la rue et on se demande d'où elles viennent puisqu'elles sont totalement contrôlées par le gouvernement. Donc, il y a beaucoup de violence et le gouvernement ne le reconnaît pas et ne peut pas non plus. Je pense que c'est un peu sorti de leur capacité comme État. Ils ont perdu la capacité de contrôler la violence, ce qui devrait être, disons, la principale fonction d'un gouvernement et d'un État. Un mot peut-être de l'opposition qui est en passe de perdre son pari, à savoir organiser un référendum révocatoire avant le 10 janvier 2017. Pourquoi cette date? Parce qu'après cette date, le référendum, bien si Maduro était, disons, si c'était accepté qu'il devrait sortir du gouvernement, après le 10 janvier, ça serait son vice-président, c'est-à-dire ça serait une continuation du régime tel qu'il a été jusqu'à présent et qui est en très mauvaise popularité. Mais c'est pour ça qu'ils essayent de ne pas le faire avant le 10 janvier, parce qu'à ce moment-là, il faudrait aller à des élections présidentielles et ils ne sont pas intéressés à voir non seulement le président Maduro partir, mais de voir
quelqu'un de l'opposition sûrement gagner la présidence. Voilà, ça semble mal parti pour l'opposition. Merci beaucoup Natalia Brendler d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes directrice du groupe d'études politiques sur l'Amérique latine. C'est la fin